communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous, la tribune des décideurs aujourd'hui est consacrée à IBM. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau le patron d'IBM France depuis 2010, Alain Bénichou. Bonjour Monsieur Bénichou. Bonjour. Merci de nous rendre visite. À mes côtés, vous en avez l'habitude, nous retrouve Robert Jules, notre partenaire et co-animateur de cette émission, partenaire de la tribune.fr. Bonjour Robert. Bonjour Thomas. On va s'intéresser bien sûr à des sujets d'actualité, on va s'intéresser à IBM et puis à votre parcours Monsieur Bénichou. On commence tout de suite par la polémique, l'enjeu du moment, le cocorico qui se décline à toutes les sauces. Faut-il vendre des actifs français à des entreprises américaines? On a le cas d'Alstom sur la table. IBM en France depuis 100 ans, vous fêtez vos 100 ans. Quel est le drapeau d'une entreprise comme IBM? C'est la question qui sous-tend un peu ces débats. Je vous assure que le drapeau d'IBM France est le drapeau français. Je suis. Mais General Electric, c'est pareil. Je suis presque étonné d'avoir encore à le souligner. 100 ans de présence en France, mais 100 ans d'investissement. Et quand on parle des investissements, parlons des investissements récents. Si le cloud computing dit quelque chose à vos auditeurs, il est clair que nous avons investi en France 300 millions d'euros dans ce domaine depuis 2009. Et je trouve que le patriotisme économique est une bonne chose. Je crois qu'il faut que la France réussisse. Le patron d'IBM France ne réussira que si l'équipe France réussit. Je n'ai que ça. Je n'ai que le business d'IBM en France. Donc, mais comment est-ce que vous vivez ce bras de fer entre le gouvernement et General Electric qui veut aider Alstom finalement à développer sa partie énergétique? J'imagine que c'est quand même assez mal perçu, et notamment de l'autre côté de l'Atlantique. C'est regarder avec attention. Il est clair que pour le gouvernement français, le critère, me semble-t-il important, c'est le maintien des investissements dans le pays, le maintien de certains centres de décision dans le pays, le maintien de centres informatiques et de data centers dans le pays. On n'en parle jamais, mais c'est assez important. Et la question que je me pose, c'est qui des Allemands ou des Américains vont garantir précisément ces maintiens. Vous savez, la réponse n'est pas évidente. Et notamment, j'ai vu un grand nombre de fleurons français qui ont fait des alliances d'égo, par exemple, avec des sociétés allemandes, et où un grand nombre de centres de décision sont partis en Allemagne. Mais on se dit c'est l'Europe, alors bon, c'est un peu plus proche. Oui, mais vous comprenez, c'est l'Europe, sauf qu'il faut aussi faire en sorte, c'est assez étonnant que ce soit le patron d'IBM qui vous le dise, que nos nouvelles technologies, notre montée en valeur, les ingénieurs français par exemple, puissent trouver des débouchés aussi en France. Et pas seulement dans le tourisme, qui est extraordinaire aussi. Le patriotisme européen, visiblement, a moins la cote que le patriotisme français. Le patriotisme européen, écoutez, je suis vraiment un Européen convaincu, donc c'est une question qui m'embarrasse, je dois vous le dire. Je suis absolument fanatique par le fait qu'on puisse se déplacer librement en Europe, qu'il n'y ait pas de barrières économiques en Europe. Je trouve notamment qu'on ne va pas assez loin dans l'harmonisation fiscale et sociale, par exemple, sur le plan européen. Je vous le dis, je pense que c'est le dossier numéro 1. Il faudrait aussi avoir les mêmes armes que certains autres pays d'Europe, comme par exemple l'Irlande. Donc je crois qu'en Europe, l'intégration doit aller encore plus loin. Mais c'est un véritable travail d'explication de quel système de valeurs nous voulons. Et l'important est de partager les mêmes valeurs. Et je trouve très sincèrement, ayant vécu très longtemps aux États-Unis, que les valeurs du monde américain sont assez similaires à celles du monde européen. Mais pour en revenir sur ce fameux décret qui donc permet au gouvernement d'avoir son mot à dire sur certaines activités dites stratégiques, est-ce que ça vous semble une intrusion qui vous paraît bonne, ou alors il va y avoir comme une sorte de flottement qui permettra de déterminer qu'est-ce qui est stratégique ou pas? Mais tout est dans l'application. Tout est dans l'application. Que le gouvernement français
veuille mettre un droit de regard sur quelque chose qu'il considère comme stratégique, je l'admets. Et je pense il y a que l'eau, l'énergie, alors, les télécoms, la question, les c'est transports. où vous voulez Ouais. mettre le curseur en termes de stratégie. Qu'est-ce qui est stratégique? Écoutez, il existe des jurisprudences européennes. Je pense qu'il faut raison garder. Tout cela va être analysé, bien entendu, à la façon dont ça sera exécuté, la façon dont on exécute ce décret, comment on le met en place, en œuvre. Mais il faut effectivement éviter l'instabilité juridique. Une des choses fondamentales, ce n'est pas tellement le décret qui rend stratégique certaines entreprises, qui franchement crée une inquiétude, notamment aux États-Unis, puisque vous me posez la question, c'est l'instabilité juridique, c'est la rétroactivité de certains décrets. Voilà, c'est le droit du travail. Il y a un certain nombre de choses qui sont bien plus importantes que ça. On a l'impression qu'il y a quand même une espèce de schizophrénie dans ce pays, et au-delà du gouvernement. Il faut de l'Europe, mais on s'en méfie. Il faut des investisseurs, y compris étrangers, mais on s'en méfie. Comment est-ce qu'on arrive à réconcilier tout ça? Écoutez, j'ai l'habitude de dire, et j'ai entendu que le ministre des Finances et du redressement productif, de l'économie et du redressement productif, Arnaud Montebourg, généralement cite deux entreprises qui sont tout à fait dans le droit fil de ce patriotisme économique français. Il cite Toyota pour l'industrie automobile et IBM pour l'industrie informatique. Je crois par conséquent qu'il faut raison garder. Là aussi, il existe des entreprises qui se comportent bien, qui sont de bons citoyens. Et il est de devoir précisément du gouvernement français de les favoriser, je crois. Parce que c'est ainsi que le cercle vertueux se mettra en place. Alors IBM, c'est 10 000 employés en France, 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 100 ans d'existence, donc un joyeux anniversaire. Merci. Comment est-ce que vous comptez, comment est-ce que vous envisagez la suite? Est-ce que quand vous faites votre reporting à votre maison mère, on vous dit oui, continuez d'investir, tout va bien, ou est-ce qu'on vous... Non, chaque investissement est lourdement débattu, mais il en est de même dans toutes les entreprises, qu'elles soient américaines ou françaises. Excusez-moi, là encore, on vit sur une fiction. Vous croyez qu'une entreprise dont le siège est en France n'aura pas les mêmes critères que IBM pour Et alors, comment ça décider se d'un passe investissement? en ce moment? Comment vous sentez l'investissement? On a un investissement qui recule, le PIB, L'investissement moins 0,5%. est basé sur la confiance et il est basé sur un plateau d'une balance qu'il faut essayer de rebalancer dans la bonne direction. Et là, la confiance n'est pas là, alors. Le problème, laissez-moi être plus positif. Il existe des choses, des fondamentaux qui encouragent l'investissement en France. Et c'est toujours, si je le dis très très vite, les infrastructures, le système éducatif, le prix de l'énergie, l'allocation, le crédit d'impôt recherche, ce qui se passe dans le crédit impôt compétitivité emploi et surtout la nouveauté du CICE, c'est-à-dire celui qui va aller sur des 3,5 SMIC, pas seulement 2,5 SMIC, c'est-à-dire qui va aider les entreprises à monter en valeur. Ce sont des choses qui vont favoriser l'investissement. À l'opposé de ça, il y a cette angoisse, cette anxiété, cette inquiétude sur le problème juridique, la stabilité. Imaginez qu'on change le crédit d'impôt recherche, alors que les investissements, c'est sur 5 ans, qu'on le change du jour au lendemain, et un certain nombre de décisions politiques qui peuvent effectivement avoir un effet délétère. Mais il y a quelque chose qui m'échappe un peu, c'est comment expliquez-vous qu'il y ait cette instabilité juridique? Les gouvernements auraient tout intérêt à garder une certaine stabilité juridique puisqu'elle permet de dégager l'horizon pour les investisseurs, pour les entreprises. Comment vous expliquez qu'il... Vous savez, vous avez raison, c'est une des questions que je me pose aussi, je crois, franchement que ce ne serait pas très compliqué. Évidemment, si je vous posais la question de refondre, de retravailler le droit du travail, ce serait quelque chose de beaucoup plus compliqué en France. Et la stabilité fiscale, juridique, c'est quelque chose qui peut se décider, je pense. Ça n'aurait pas un coût social si important. Le fait d'être clair sur, quand on fait un investissement, qu'il soit garanti, parce que les business cases sont basés sur, notamment dans l'investissement de haute valeur ajoutée, sont basés sur plusieurs années. Vous devez pouvoir, quand nous disons, nous avons par exemple un centre de développement de logiciels en France, nous avons 700 ingénieurs de très haut niveau qui développent du logiciel pour le monde entier. On en est très fiers parce qu'on a gagné cette mission, c'est une compétition interne au niveau d'IBM. Cette compétition a été gagnée contre des laboratoires anglais, canadiens et indiens.
malgré le coût du travail, nous avons gardé cet investissement en France et nous l'avons d'ailleurs gagné. C'était une compétition, nous l'avons gagné. Bien, on l'a fait sur le fait que nous avons une école mathématique en France, que nous avons 100 docteurs en mathématiques à IBM France. Et que, effectivement, quand les premiers tests se sont passés, ils ont été vraiment supérieurs à leurs collègues d'IBM dans les autres pays. Donc c'est ça. Et ça a été fait aussi sur le crédit d'impôt recherche. Et je pense que pérenniser, sanctuariser le crédit d'impôt recherche, c'est quelque chose qui doit être fait. Ça n'est pas si compliqué. Alors, on va parler à la révolution qui est en train de connaître le monde informatique, on va l'appeler comme ça, numérique au sens large, y compris donc votre maison. Vous avez déjà vécu une première transition, le passage du hardware, hein, les ordinateurs, déjà les mainframes, les ordinateurs au service. C'est maintenant 90%, je parle sous votre contrôle, je crois, de votre activité. Et vous êtes en train, service et logiciel. Service et logiciel, de vivre une nouvelle révolution. Alors, ce qu'on appelle le SMAC, le CAMS, ça dépend de la façon dont on prend l'ordre de ces lettres. C'est quoi? Le cloud? Cloud, analytique et big data, c'est-à-dire tout ce qui est l'analyse prédictive des données. Le mobile. Ce qui est sur le mobile, c'est-à-dire comment sécuriser, mais amener des transactions et des interactions entre les êtres humains avec les smartphones que nous connaissons bien, et bien entendu les réseaux sociaux, et le social. Et la sécurité, la cybersécurité qui entoure tout ça. Voilà. Donc j'en profite pour rappeler aux internautes qui nous suivent qu'ils peuvent poser sur la droite de l'écran ou en dessous sur la tribune.fr toutes leurs questions. Alain Bénichou, en quoi c'est une révolution, donc ces 4 lettres? Pourquoi est-ce que ça change beaucoup de choses? Écoutez, c'est une façon j'ai une façon de le dire. La dépense informatique est en train de shifter, comme on dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est CAMS, c'est 4 lettres, là, et si j'ajoute CAMS au carré, si j'ajoute la sécurité, ça représente à peu près 5 à 10% de la dépense informatique d'aujourd'hui, la dépense numérique. À fin 2015, ça sera 47% en France. Il y a une espèce de mutation, de transition absolument incroyable. Quel est le perdant? Quelle est la partie perdante? La partie perdante, ce sont tous les logiciels qui sont développés. Vous savez, on a grosso modo la façon de l'exprimer. Il y a les systems of engagement et les systems of record. Alors, c'est un mot jargonnant en anglais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Les systèmes d'engagement, c'est-à-dire ceux qui engagent avec les utilisateurs, avec les internautes, avec les clients. C'est une partie qui va évidemment bénéficier du CAMS. Et la deuxième partie, c'est-à-dire les systèmes orientés, c'est-à-dire les ERP, c'est-à-dire les systèmes de gestion, les systèmes de comptabilité, de paye. Vous voyez, ces choses-là, évidemment, vont avoir un déclin léger dans le futur. Mais néanmoins, reste important. Je ne vais pas dire ce que je n'ai pas dit. Et ça va mettre du temps, cette transition. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on aura 100% des entreprises qui n'auront plus des logiciels dans des boîtes installées en local? Jamais, jamais. Il y aura toujours des systèmes of record qui resteront dans des grandes bases de données sécurisées et des data centers chez les clients. J'en suis absolument convaincu. Je milite, ainsi qu'IBM, pour une vision du cloud qui est une vision du cloud hybride. Je pense qu'il est absolument essentiel, d'ailleurs, de créer les conditions d'un cloud hybride. Il faut mettre des plateformes, on appelle ça le PaaS, Platform as a Service. Il faut mettre des plateformes sur le cloud pour aller très très vite, pour permettre à un directeur de marketing de lancer une campagne. Il n'a pas le temps. Ça, c'est normal, il faut le faire. Il faut le faire très très vite. Qu'est-ce qu'on garde chez soi alors? Et ce qu'on garde chez soi, ce sont ces données, ce sont ces systèmes qui sont des systèmes que vous ne voulez pas partager avec les autres, que vous ne voulez pas partager parce qu'ils correspondent à votre propriété intellectuelle, parce qu'ils sont l'essence même, les algorithmes qui font votre différenciation. Mais pourtant, c'est ce que vous promettez à vos clients. Mettez vos données dans notre cloud, il sera sécurisé, il sera en lieu sûr et personne n'y aura accès. Je le promets, non seulement je le promets, je le garantis. Et je suis prêt à aller extrêmement loin pour le garantir, puisque nous allons avoir, nous sommes une des seules entreprises européennes même, vous savez, européennes. En Europe, les data centers parlent et disent que les data centers sont en Europe. Non, les data centers sont en France lorsque vous êtes client d'IBM.
Et les données et les traitements, non seulement sont en France, mais sont opérés par des citoyens français. Alors, ça, c'est très important parce que vous avez la possibilité, dans le domaine du cloud, soit de partager. Il y a bien des choses que vous êtes capable de partager avec d'autres, des infrastructures par exemple, quand ce n'est pas quelque chose qui correspond à votre business fondamental et des choses que vous souhaitez partager pour pouvoir gagner des économies d'échelle, aller plus vite, et d'autres choses que vous ne voulez pas partager. Eh bien, même sur le cloud, il est possible de faire cette distinction. Mais je suis capable, moi, de mettre une infrastructure totalement dédiée sur le cloud, impossible, impénétrable aux autres, pour une entreprise qui le désire. Alors, c'est pas vous faire injure, mais avant la révélation du scandale de NSA, il y avait le même discours. Donc je comprends certaines entreprises qui, même si vous leur garantissez 100% de sécurité, hésitent encore à basculer intégralement sur le cloud. Le scandale de la NSA, moi je trouve effectivement que c'est un scandale, et je le dis. Parce qu'il y a l'espionnage industriel. Je le dis. J'ai aussi dit une chose, c'est que les données de mes clients appartiennent à mes clients et que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m'ériger en barrière et les protéger. Et est-ce que la NSA n'a pas plus de pouvoir qu'un IBM? On l'a vu rentrer chez Apple, chez Facebook, chez Google. Nous n'avons pas de backdoor. C'est une des garanties que nous... Alors, c'est un peu technique, vous me permettrez de... Ça mérite une explication. Mais une explication. Ben, si vous autorisez n'importe quelle administration, qu'elle soit d'ailleurs d'Australie ou de France, d'accord, à pénétrer, parce que vous donnez un tuyau d'entrée, ce qu'on appelle une backdoor, dans vos logiciels ou dans vos traitements, eh bien vous, bien entendu, vous vous soumettez à ça. Nous l'avons dit comme un principe fondamental et nous l'avons écrit, que nous n'avons pas de backdoor dans le logiciel. Parce que ça nous ramène au sujet précédent. Certains de vos petits camarades francophones avec le drapeau tricolore disent, regardez, si vous allez sur le cloud d'IBM, vous risquez d'être soumis aux règles américaines et qui peuvent aller très loin en matière de... C'est de la calomnie. C'est de la calomnie. Un mot sur le business d'IBM en France, comment est-ce qu'il se porte? Écoutez, le business en France se porte bien dans les domaines précisément qui sont ceux dont je vous parlais du CAMS, la croissance se fait bien. Dans les domaines sur quel chiffre de croissance? Nous sommes dans un chiffre de croissance de 7 à 10%. Mais en revanche, dans les domaines qui sont les domaines un peu du legacy, c'est-à-dire de l'investissement traditionnel, là, nous souffrons. Et nous souffrons plus d'ailleurs par le fait que les entreprises françaises souffrent, c'est-à-dire qu'elles reconcentrent leurs investissements, qu'elles se consolident. Vous faites moins combien là? Et là, on fait une décroissance qu'on ne communique pas, mais qui est manageable au total. Un chiffre ou deux chiffres? Un chiffre. Mais au total, tout ça s'équilibre correctement et nous sommes dans une très très bonne mission, et notamment notre profit continue d'augmenter. Vous voyez par conséquent que comme le profit augmente très notablement, ce qui prouve bien que tout ce qui a de la valeur, cette montée en valeur que IBM est en train d'opérer, fonctionne. On parlait en préparant l'émission d'un exemple que je trouve personnellement emblématique et qui illustre la difficulté de réagir dans un monde qui va très vite d'une part et qui peut parfois détruire de la valeur aussi vite. C'est l'exemple de Snapchat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'enjeu? Écoutez, il y a de WhatsApp, pardon. WhatsApp. Je mélange oui, Snapchat. WhatsApp. WhatsApp, c'est une entreprise que vous utilisez sûrement. Moi, personnellement, j'ai une fille qui est dans une université américaine, à Columbia, et il est évident que j'utilise WhatsApp tous les jours pour partager des informations, des photos, etc. Ouais, on peut envoyer des SMS, c'est une application. Ça a clairement, je dirais, remis très notablement au second plan les textos, qui était une ligne de business de nos clients, les telcos, que nous aimons beaucoup. 100 milliards de dollars. Alors, c'est un business qui était colossal, le business des textos, des SMS. Voilà une innovation technologique qui, il se trouve que WhatsApp utilise une infrastructure IBM pour son cloud extrêmement peu onéreuse. C'est l'infrastructure soft layer. $1 million par mois. Vous êtes bien renseigné, et je ne pourrais pas le confirmer. $1 million, donc 12 millions, on va dire. Allez, on va faire simple. 10 millions par an remplace 100 milliards. C'est ça à peu près l'ordre d'échelle? C'est pas tout à fait ça. C'est que cette infrastructure-là, qui permet effectivement de s'échanger des textos de façon gratuite, a effectivement une potentialité, si bien que WhatsApp a été, vous le savez, racheté par Facebook, qui est absolument colossal. Mais voilà une innovation technologique, le cloud, qui a complètement changé un business model.
Et c'est un exemple assez important. Et vous en avez d'autres qui arrivent. Les paiements, par exemple. Que va-t-il advenir des paiements Dites-nous. Je ne sais pas, mais je pense que des innovations technologiques de peer-to-peer avec des sites peuvent très bien récupérer ce business qui est un business important pour nos entreprises bancaires. Et ça inquiète vos clients, ça? Parce que quand on a des clients telco qui voient ces 100 milliards partir en fumée très vite, j'imagine que ça ne les rassure pas. Ça ne les rassure pas. Il faut effectivement... Alors, croyez-moi, les telcos sont armés, ont des armes absolument colossales. Elles connaissent, vous le savez bien, votre numéro de téléphone, votre localisation. Elles ont la possibilité d'utiliser ces informations, de les utiliser avec votre accord, bien entendu, pour essayer d'augmenter les offres. Et on le voit d'ailleurs dans la diversification. Au fond, vous avez vu Dailymotion, vous avez vu la possibilité d'Orange d'aller vers le monde de la télévision. Parce que là encore... AT&T qui rachète Direct TV encore, 50 milliards. AT&T rachète Direct TV. Pour moi, qui vit un peu, qui a vécu longtemps aux États-Unis, j'ai vécu la révolution Netflix. Qui aujourd'hui, je suis persuadé que vous savez qu'une des meilleures séries TV aux États-Unis, House of Cards, a été faite par Netflix. Donc, ces business models changent. Quand je vous dis que c'est une révolution, je ne vous le dis pas parce que je veux faire du buzz, je vous le dis parce que c'est la réalité. Ça change les business models des entreprises traditionnelles. Au-delà de ces applications qui font évidemment de la disruption assez violente de certaine manière, au niveau de la recherche et développement, quelles sont à votre avis les prochaines étapes, les nouveautés? Par exemple, il y a ce fameux ordinateur quantique qui est pour demain pratiquement. Pouvez-vous nous en dire un mot? Oui, alors avant d'arriver au quantique, il faut passer par la phase de l'ordinateur cognitif. Qu'est-ce que c'est le cognitif? Alors, qu'est-ce que c'est que le cognitif? C'est précisément la façon d'utiliser Big Data pour pouvoir faire d'un ordinateur quelqu'un qui prend une décision et qui prend une décision basée sur l'observation de l'environnement que vous lui désignez. Hein. Alors, imaginez ce que nous avons fait avec l'ordinateur Watson. Nous avons créé, c'est la première fois, je crois, depuis que je suis à IBM, ça fait près de 30 ans, qu'on crée une nouvelle division. Vous voyez, on a créé la division Watson, c'est la première fois depuis très longtemps. Cette division, c'est la division de l'informatique cognitive. C'est-à-dire d'un ordinateur qui va analyser son environnement avec un système de règles et puis permettre, évidemment, de prendre aux gens qui l'utilisent les bonnes décisions. Prenez 2 exemples sur le cognitif. Je pense qu'il est maintenant clair que Watson est devenu le plus grand cancérologue des cancers thoraciques du monde. Et que si vous mettez... Alors évidemment, quand vous êtes l'Institut Gustave-Roussy ou quand vous êtes Cedars-Sinai ou quand vous êtes Sloan Kettering Cancer, vous n'avez peut-être pas besoin d'un ordinateur comme ça. Mais quand vous êtes en Afrique, peut-être que vous avez besoin d'avoir, sur le plan du diagnostic et sur le plan de la thérapeutique, les meilleurs systèmes qui vont vous aider à prendre des décisions. Et ça, nous allons le mettre sur un cloud en Afrique. C'est le projet Lucie. Voyez, et le deuxième sujet, prenez le cognitif, en quoi ça peut aider. Je vous donnerai un autre exemple, c'est le domaine des centres d'appel. Vous voyez, quand vous appelez un centre d'appel et qu'on vous dit, prenez enlevez la prise électrique, rebranchez, vous avez fait ça déjà 5 fois, donc vous êtes un petit peu énervé, mais bon, le type des fils sont briefs. Imaginez que vous soyez avec un ordinateur cognitif qui soit derrière et qui vous upload immédiatement le fixe logiciel de façon à vous dépanner, ça, vous êtes dans un système d'environnement cognitif. Est-ce que vous redoutez les... Je n'ai pas répondu sur l'ordinateur quantique, mais ça vient, c'est la phase d'après. C'est effectivement sous une phase maintenant d'expérimentation intensive par IBM. IBM est sur le domaine des ordinateurs quantiques. Imaginez que le quantique, c'est quand même quelque chose avec des logiques qui ne sont pas binaires, c'est-à-dire, mais qui permettent d'aller des millions de fois plus vite. Et bien sûr, d'utiliser beaucoup moins d'énergie, puisque c'est ça le problème des on le verra quand, ça? Horizon 10 ans, le quantique? Horizon 10 ans, oui. Est-ce que vous redoutez des Google, des Apple? Est-ce que ça peut devenir une menace à terme pour votre activité? Rien de... franchement, dans le business qui est le nôtre, qui est de constamment accompagner la transformation des clients, avec une intimité quand même assez forte, IBM France
a investi énormément d'ingénieurs et de consultants pour aller chez ces fleurons du CAC 40. Franchement, enfin, il leur faudra du temps pour arriver à nous déloger. La relation Je suis très confiant, voilà. La relation client est On avait importante. compris. La relation client est majeure parce que ce sont nos clients qui nous font évoluer. Je pense qu'il faut rester très humble. Et à chaque fois que je parle dans une université, dans une grande école, je m'aperçois que la notion de client est étrangère. Au fond, les clients, c'est un dû. Non, ce n'est pas un dû, ça se mérite tous les jours. Nous cherchons, nous IBM, et notamment IBM France, à mériter la confiance de nos clients tous les jours. Et croyez-moi, c'est difficile. Alain Bénichou, on arrive au terme de l'émission. Vous avez 54 ans, vous êtes passé par Supélec, une grande partie de la carrière chez IBM. Ça fait quoi d'être IBMer? Est-ce que c'est quelque chose de particulier? Pendant longtemps, il y a eu cette image très forte, finalement. C'est toujours une image forte, j'espère. Je pense qu'on est un IBMer plus qu'autre chose. IBM n'est pas une entreprise comme les autres, on appelle ça la compagnie. Je pense qu'elle offre des opportunités de carrière, ce qui a été mon cas, extrêmement variées, avec des changements de métier. Ce sont des carrières longues, on y tient beaucoup. On n'est pas dans le zapping. On n'est pas dans le zapping, on n'est pas dans le papillonnage, j'appelle ça. Je m'aperçois que quand j'observe des CV, je pense que ça change tous les ans. On peut se poser la question, pourquoi changer tous les ans? J'ai l'impression qu'on peut faire une carrière, on peut apprendre des choses différentes. IBM va toujours vous former. IBM m'a formé, je crois, beaucoup plus que mes études. Pierre qui fait remarquer que d'après un sondage TNS-Sofres, 69% des Français travaillant dans des entreprises étrangères recommandent leur employeur. Alors on ne va pas revenir sur le débat de ce qu'est une entreprise étrangère, mais vous avez le sentiment de fierté, encore d'appartenance. Je dois vous le dire, je voudrais répondre à Pierre là-dessus, sur le fait qu'une des choses dont je ne me vante pas toujours, mais qui me fait extrêmement plaisir en tout cas, c'est que pour la 4e année consécutive, les Randstad Awards, qui diffusent les entreprises les plus attractives en France, ont consacré IBM comme l'entreprise la plus attractive du monde de l'IT. 4 ans de suite. Qu'est-ce que vous offrez à vos employés Alors je crois ça. Premièrement d'abord, des conditions de travail qui sont toujours dans le haut de la fourchette, hein, bien entendu, en termes de salaire, surtout une évolution. La possibilité, tout en étant bien français, de travailler dans un monde totalement international. Quand je dis international, parce que les compétences ne sont pas nécessairement dans un certain domaine en France. Les réseaux sociaux d'entreprise, vous voyez, et notamment le réseau Connections, Connections, qui est notre réseau social interne d'entreprise, évidemment qui n'est pas ouvert à l'extérieur, c'est nos secrets de fabrique, se partagent avec les 400 000 employés d'IBM. Cette ouverture d'esprit pour notamment un jeune, des born in the web comme on dit, est absolument étonnante pour eux. Et c'est une des choses qui nous ravit. Eh bien, merci Alain Bénichou de nous avoir rendu visite. C'était donc votre tribune des décideurs. Merci Robert. Merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure.